Enchanté, Antoine Richard. Je suis chargé de projet à la DSN, donc au département informatique des Hospices civils de Lyon. Actuellement, j'ai un doctorat en informatique IA appliquée à la santé. À HCL, je suis chargé des applications qui ont attrait à l'intelligence artificielle. Je participe à divers projets autour de l'IA et tout ça, et je participe aussi à la formation de certains étudiants via des UE de biostatistiques et aussi un diplôme universitaire qu'on vient d'ouvrir là cette année. Voilà, sur l'introduction à l'IA et comment l'appliquer à la santé. C'est comme ça qu'on m'a mis en contact avec un groupe de travail et qu'on m'a demandé de faire une intervention sur l'introduction à l'IA et comment utiliser ces outils pour l'enseignement. Parce que ma présentation, ça va surtout être essayer de poser des définitions de base sur lesquelles on va pouvoir baser pour discuter après durant notre table ronde. Alors, du coup, c'est quoi l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on entend derrière ces termes? Sachant qu'il y a pas mal de termes qui gravitent autour de l'intelligence artificielle, deep learning, machine learning, réseau de neurones, tout ça. Donc, on va essayer de mettre quelques définitions. Donc, une définition que vous avez dû voir passer, vous avez peut-être vu passer, c'est celle-ci. Donc, l'ensemble des théories techniques pour simuler, reproduire l'intelligence humaine. Donc, ça, c'est ce qu'on peut trouver dans le Larousse ou le Robert. Alors personnellement, j'aime pas trop cette définition pour deux raisons. Déjà, elle englobe pas tout ce qui est fait en intelligence artificielle, tout ce qui est intelligence collective, algorithme bio-inspiré, tout ce qui est ingénierie de la connaissance, on le retrouve pas dans cette définition. Et surtout, l'intelligence humaine a quand même certaines limites qu'on n'aimerait pas reproduire, tout ce qui va être biais cognitif, biais de raisonnement, préjugés aussi, malheureusement. Donc voilà, là, l'idée, ça va plutôt de faire des IA qui complètent un peu ces lacunes dans l'intelligence humaine, plutôt que simplement la reproduire. En informatique, qu'est-ce qu'on entend derrière le terme IA? Donc, globalement, en informatique, on a un concept clé qui est les algorithmes, qui sont des méthodes mathématiques pour formaliser des processus, donc avec des conditions, avec une suite d'actions. Pour faire un petit parallèle avec la médecine, une procédure médicale, c'est un algorithme. On va d'abord effectuer des actions, en fonction des résultats, on va effectuer d'autres actions, et ça c'est un algorithme. Et l'informatique se base principalement sur ces algorithmes pour automatiser le traitement de l'information, informatique. Ensuite, on a donc un domaine qui s'intéresse plus particulièrement aux algorithmes, qui présentent des compétences qu'on pourrait qualifier d'intelligence au sens très vague du terme, et ça, c'est ce qu'on va appeler le domaine de l'intelligence artificielle. Et dans ce domaine, on va avoir le machine learning, donc qui est consacré à la création, à l'étude d'algorithmes qui ont des capacités d'apprentissage. Et ensuite, enfin, on a le deep learning, qui est consacré à l'étude des réseaux de neurones multicouches, avec plusieurs couches cachées. S'il n'y a pas de multicouches cachées, on est dans du machine learning classique. Le multicouche, on va essayer d'apprendre en profondeur et monter en abstraction dans les concepts. Voilà. Donc, moi, j'ai tendance à dire que l'intelligence artificielle, c'est plus un large domaine de recherche, quasiment aussi large que l'informatique, avec plusieurs sous-domaines. Donc là, j'en ai mis 4, mais c'est plus représentatif qu'autre chose, avec de la représentation des connaissances, du multi-agent, du bio-inspiré et de l'apprentissage machine, donc ce qui va nous intéresser. Qu'est-ce que l'apprentissage machine? Donc, l'idée derrière le machine learning, c'est qu'on a des données X, et parfois, donc, on va qualifier de variables endogènes pour qualifier des objets, et des variables Y, qu'on dit endogènes, qui ne qualifient pas les objets qu'on cherche à qualifier. Et ce qu'on cherche à faire, c'est d'approximer une fonction qui permet d'aller de X vers Y. Et un algorithme d'apprentissage, c'est basiquement partir des données pour essayer d'approximer cette fonction. Et le machine learning peut se résumer simplement à ça. Voilà. C'est plus complexe que ça, il y a plein de détails, mais on peut résumer l'idée du machine learning dans le fait d'essayer d'approximer une fonction qui permet d'à partir de X déterminer Y. Après, en fonction de Y, on va avoir plusieurs cas de figure. Si Y est connu, on va être dans du supervisé avec de tout ce qui va être lié à la régression, dans du calcul de score et choses comme ça, tout ce qui va être classification quand on essaye de mettre les choses dans des classes. Et quand Y est inconnu, on va être dans du non supervisé, avec tout ce qui va être clustering, on va essayer de regrouper les objets ensemble, et tout ce qui va être réduction des dimensions pour essayer d'ordonner les objets ensemble. Petit exemple pour illustrer un peu tout ça et poser d'autres termes qu'on va sûrement utiliser ou que j'utilise souvent. Donc, on a un ensemble d'instances, donc un ensemble d'objets. Chaque ligne correspond à une instance avec une solution. Et on a une fonction dite objective, donc la fonction qui, à partir de X, on va à Y, donc c'est ce qu'on cherche à approximer. C'est notre fonction objective.
À partir de ces données, on va appliquer ce qu'on appelle un algorithme d'apprentissage. Donc chaque flèche, ça correspond à un algorithme d'apprentissage. Et ces algorithmes d'apprentissage vont générer ce qu'on appelle un modèle. Donc le modèle va dépendre de l'algorithme d'apprentissage qu'on utilise. Et ces modèles-là, chacun va proposer une approximation en fait de cette fonction. Donc là, c'était l'IMC pour l'exemple. Et ensuite, à partir de cette approximation, on utilise les modèles pour faire ce qu'on appelle de l'inférence. Donc on va lui donner en entrée des nouvelles données et il va nous fournir une réponse en fonction de comment il aura approximé cette solution. Voilà. Donc, parmi ces algorithmes d'apprentissage, on va avoir ce qu'on appelle le deep learning, donc avec les réseaux de neurones multicouches ou réseaux de neurones profonds. Et là, l'idée du modèle, donc le modèle, c'est ça, c'est un ensemble de nœuds qui sont connectés les uns aux autres avec des poids différents sur chaque branche. Et en entrée, la couche d'entrée, ça va être une donnée X. Je simplifie grossièrement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, la couche d'entrée, c'est les données X. La couche de sortie, c'est les classes Y dans lesquelles on veut voir, ou le score qu'on veut obtenir. Et en fait, l'ensemble de tous les nœuds, donc dans chaque nœud, il va y avoir une petite fonction d'activation qui est cumulée avec des poids, les poids des différentes branches. Et tout ça, ça permet d'approximer notre fonction. Pourquoi on a parlé beaucoup des réseaux de neurones ces dernières années, c'est qu'il y a pas mal d'études qui tendent à montrer que, alors ça n'a pas été démontré formellement dans tous les cas, mais il y a pas mal d'études qui tendent à montrer que ce sont des approximateurs universels, donc avec assez de données et assez de temps, ils peuvent approximer n'importe quelle fonction, dont la capacité de gérer du langage humain. Donc ça, c'est là qu'on arrive sur les larges langages modèles, donc les GPT, les Llama et tout ça dont on entend parler récemment, qui sont en fait à l'intersection entre le deep learning et le traitement automatique du langage, le TAL, et donc avec différents modèles, donc comme GPT, Llama et Palm pour Google. Donc pourquoi on s'intéresse au deep learning en santé? Globalement, on a des hôpitaux qui sont largement informatisés, on a énormément de données disponibles, et surtout on a eu pas mal d'exemples de modèles qui sont capables soit de compléter la vie de médecin. Donc là, je vous ai donné un petit exemple avec une double lecture sur de la classification d'adénomes sur la peau, et ils peuvent aussi éviter de faire des tests invasifs. Un exemple que je donne souvent, c'est la rétinopathie diabétique, qui est un test extrêmement invasif pour le patient. Et en fait, il y a eu des projets avec juste une simple photo de l'iris et un réseau de neurones assez bien entraîné. Avec juste une simple photo de l'iris, on peut déjà avoir une bonne prévalence pour éviter des tests très invasifs à des patients. Et ensuite, on confirme avec un test. Néanmoins, en santé, on a quand même des données sensibles et donc, par corollaire, des risques d'atteinte à la vie privée des patients, des choses auxquelles il faut faire très attention. Ensuite, on a aussi besoin d'énormément de puissance de calcul pour entraîner ces modèles, mais aussi pour les faire tourner. Un peu moins pour les faire tourner, mais il y a quand même besoin de puissance de calcul. Et enfin, il y a un risque d'impact plus ou moins négatif sur les parcours de soins, mais aussi, on va le voir sur l'enseignement des futurs soignants, qui actuellement assez dur à quantifier, vu que tous ces outils-là sont assez récents et qu'on commence à peine à les mettre en place, mais voilà, il y a des risques qui sont pas à négliger. On ne peut pas juste mettre ça comme tel quel dans les parcours de soins. Donc, les modèles de langage, tout commence avec un article qui s'appelle Attention is all you need, donc je vous ai mis en bas, et des chercheurs de Google qui ont proposé, qui ont fondé ensuite OpenAI, si je dis pas de bêtises, qui ont proposé une architecture de modèles. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est donc ils ont proposé un mécanisme qui s'appelle l'attention, donc porter l'attention sur l'ensemble du texte plutôt que juste une zone précise du texte. C'est ça qui a donné de très bons résultats. Et un modèle qu'on appelle des transformers, avec l'idée où on a deux parties, la partie encodage qui va prendre du texte en entrée et l'encoder sous forme de vecteur d'une certaine manière qui permet après de gérer ces informations, et une partie décodeur qui permet à partir de l'encoding de générer du nouveau texte, des choses comme ça. C'est par exemple pour faire de la traduction, on a en entrée des mots en anglais qui sont encodés d'une certaine manière, puis décodés en français ou dans une autre langue. Voilà. Et du coup, à partir de ces transformers, on va avoir deux familles de modèles qui vont être générés. Donc, on va avoir tout ce qui va être basé sur BERT pour l'encodage, qui vont utiliser plutôt pour classifier du texte ou faire de l'extraction de connaissances à partir du texte. Et tout ce qui va être décodeur, tout ce qui va être GPT, tout ça qui va être décodeur. Donc là, ça va plutôt être pour générer du texte, comme ChatGPT par exemple. Et du coup, en santé, on va avoir Clinical BERT qui se base sur BERT, BioBERT qui se base sur Roberta, qui est une version un peu plus améliorée de BERT. On va avoir Gatortron qui se base sur Megatron,
qui est un très gros modèle basé sur BERT proposé par NVIDIA. Dr BERT qui est basé sur Camembert. Donc là, j'ai mis un lien entre Camembert, donc Camembert qui est entraîné sur du français. Il y a Flaubert aussi, mais il n'y a pas de Dr BERT qui est basé sur Camembert, mais il est aussi basé sur BERT. Bon, ils ont fait plusieurs tests, ils ont entraîné à partir de Camembert aussi à partir de BERT, et les meilleurs résultats sont en fait du from scratch à partir de BERT. On a aussi Alibert qui est moins connu. Et enfin, récemment, on a eu tout récemment là en début d'année, on a eu Dr BERT 4K, donc Dr Longformer aussi, qui reprend les données de Dr BERT. Mais en fait, une des principales limites de ces modèles-là, c'est qu'ils ont une couche d'entrée de 512 tokens. Donc 512 tokens, ça fait environ 250-300 mots, qui sont subdivisés ensuite en petits mots. Donc en gros, c'est des petits textes, et en fait, en médecine, on utilise quand même des comptes rendus assez grands. Et du coup, ils ont entraîné un modèle qui prend en entrée 4000 tokens, donc qui permet de gérer des plus gros documents. Voilà. Ensuite, côté décodeur, donc avec GPT, on va avoir BioGPT qui est basé sur GPT-2, MedPalm qui est basé sur Palm en 2022, ChatDoctor qui est basé sur Llama, et pareil, tout récemment, qui est sorti en février, donc là on ne voit pas très bien, mais il y a BioMistral juste là, qui est basé sur Mistral, qui est un modèle qui est français, qui est sorti récemment et qui montre des très bonnes performances, et du coup, de ce que j'ai vu des papiers, ça a l'air d'être la même équipe qui ont fait Dr BERT, qui ont entraîné aussi Mistral sur leurs données, et voilà. Donc j'ai pas encore eu le temps de m'amuser avec, mais ça a l'air d'être assez d'avoir des bonnes propriétés. Voilà. Ce qui est arrivé avec ces modèles, c'est surtout qu'ils ont plus ou moins explosé un plafond de verre qu'il y avait actuellement dans tout ce qui était traitement du langage naturel, qui était la compréhension et la compréhension et l'utilisation du langage parlé, et le langage écrit en général, qui faisait qu'on n'arrivait pas à utiliser ça. Et en fait, quand je dis qu'ils ont explosé, c'est qu'ils ont pris tout Internet, ils ont tout donné à des énormes modèles, et ils l'ont mis sur des grosses machines, et qui a donné des modèles qui sont capables maintenant de traiter efficacement du langage humain assez complexe, même avec des fautes d'orthographe, ce qui était assez dur. Donc là, ça a ouvert la porte à plein de trucs qui, il y a même pas 10 ans, étaient considérés comme de la science-fiction à cause justement de ce plafond de verre. Par contre, ça a quand même certaines limites. Donc GPT, là on parlait, si on revient un peu à la fonction de base, l'idée de ChatGPT, son objectif, ça va être de compléter du texte. Donc, quand vous posez une question à ChatGPT, il ne répond pas directement à votre question. Il génère des mots qui sont les plus plausibles compte tenu des mots qui sont avant. Et le fait qu'il réponde correctement à votre question, c'est plus un effet de bord de ça, du fait qu'il a été bien entraîné dans ce sens-là. Mais techniquement, il ne fait que générer du texte. Et du coup, ça peut donner lieu à ce qu'on appelle des hallucinations. Donc, soit il va se contredire dans la même phrase, soit il va donner de fausses informations. Ça a été amélioré au fur et à mesure, mais l'idée c'est qu'on peut aussi lui dire non, tu t'es trompé, c'est plus ça, et on peut essayer de le faire en erreur. Ensuite, on va avoir des problèmes de sécurité aussi, à ce qu'on appelle des injections de prompts. Donc l'idée, il y a certaines applications qui vont chercher sur Internet des informations justement pour contrecarrer ces hallucinations. Mais en fait, dans certains sites Internet, on peut aussi cacher des commandes de prompts, ça reste du texte, qui peuvent aussi entraîner des récupérations de code si jamais on le fait tourner sur notre ordi. Donc par exemple, des outils qui se basent sur des LLM que vous faites tourner sur votre ordi, qui se connectent à Internet, il y a des grosses failles de sécurité, je vous déconseille de faire ça. Et enfin, on va avoir tout ce qu'on appelle le jailbreaking. Jailbreaking, c'est essayer de trouver des bons prompts. Donc le prompt, c'est le texte qu'on met en entrée, qui permettent de récupérer l'information qu'aurait appris le modèle. Donc, par exemple, si on a entraîné un modèle sur des données patients non anonymisées, il y a peut-être moyen d'essayer de réussir à récupérer ces informations juste en posant des questions. Lié à ça, il y a tout un domaine qui s'est ouvert qui s'appelle le prompt engineering. L'idée du prompt engineering, c'est d'essayer d'influencer au mieux la plausibilité des résultats. Donc, essayer d'influencer au mieux le modèle pour qu'il donne les meilleurs résultats possibles, avec divers techniques comme le chain of thought, donc qui lui demande de détailler un peu son raisonnement, ou le tree of thought qui propose de générer plusieurs réponses possibles, ou de simuler plusieurs réponses possibles à une question, et de simuler aussi une argumentation entre diverses personnes, qui génère un texte de débat en fait, et à la fin il donne la solution.
Et parmi ces techniques, celle qui marche bien en ce moment, c'est React, donc pour Reason et Act. Et l'idée, c'est pareil de détailler un peu son raisonnement, mais en mêlant du raisonnement et les actions qui sont liées. Donc, par exemple, pour répondre à cette question, j'ai besoin de telle information que je vais rechercher sur Internet, j'observe tel résultat, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir la solution. Ça, actuellement, c'est ce qui donne les meilleurs résultats dans l'état de l'art. Possible que dans les prochains mois, il y ait des nouvelles techniques qui sortent. Voilà, ça va assez vite en ce moment. Aussi, on a des techniques, plutôt des paradigmes qui existent comme le Retrieval Augmented Generation, donc le RAG, où là, l'idée, c'est pour combattre un peu l'hallucination. L'idée, c'est quand un utilisateur pose une question, on va chercher dans des documents qu'on a stockés en base ou qu'on a indexés, des documents qui pourraient être en rapport avec cette question, et on va demander après au LLM de répondre à la question en prenant en compte ce qu'on a trouvé en base. Donc, ce qui permet de baser ses réponses plus sur des documents qu'on aura vérifiés avant, plutôt que qui génèrent une réponse ad nihilo. Et ensuite, à partir de ça, on a tout un domaine qui s'appelle les LLM agents qui émergent aussi. Donc des agents conversationnels qui permettent avec lesquels on peut agir directement et que eux vont déterminer à partir de ce qu'on a dit en langage parlé les actions à mener, planifier des raisonnements, faire du raisonnement, faire des actions, des choses comme ça. Avec des paradigmes comme réflexion, où là l'idée c'est l'agent va essayer on va demander à l'agent d'évaluer sa réponse et de générer des réflexions sur ses propres réponses pour qu'il s'améliore au fur et à mesure. Avec un principe de renforcement aussi. Et pour finir, là il y a des frameworks qui existent par exemple pour la santé, pour construire du RAG ou des agents conversationnels basés sur la santé. On en arrive au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est les modèles de langage pour l'enseignement. Comment on pourrait utiliser tout ça pour faire dans l'enseignement, pour participer à l'enseignement. Donc, pourquoi on se pose cette question? Déjà parce que les LLM sont quand même de bons élèves. Ils ont été testés sur divers concours, dont les concours de biologie. J'ai encadré celui de biologie. Et on a aussi des résultats pour des concours de médecine. Là, c'est un examen de médecine en Pologne, si je dis pas de bêtises. Mais c'est ça, en Pologne. Et en fait, quand je dis qu'ils sont relativement bons, c'est qu'ils ils tournent entre 12 et 15. Voilà. Bon, ils passent les examens. Ils sont pas excellents, mais ils sont voilà. Mais se pose la question de est-ce que ça peut être des bons enseignants. Donc, je vous ai mis, il y a un papier qui s'est amusé à poser la question directement à ChatGPT. Comment on pourrait utiliser les LLM pour faire de l'enseignement. Donc, basiquement, ce qui répond, l'idée, c'est d'avoir des modèles dédiés, à la fois pour aider les enseignants à préparer leurs cours et préparer potentiellement des leçons personnalisées à certains élèves, et à aider les élèves à corriger leurs copies, à faire des exercices, des choses comme ça. Donc, par exemple, pour les enseignants, ça va être la génération de QCM, par exemple, de problèmes d'exercice. L'enseignant pourrait fournir des exemples de QCM à ChatGPT ou à un autre modèle, et lui dire, génère-moi des QCM qui reprennent un peu ces questions-là, qui les mélangent, qui les modifient un petit peu pour générer de différentes QCM, pour que chaque élève ait un QCM différent, mais qui porte sur les mêmes points, par exemple. Et on peut aussi lui demander de générer des mises en situation, des problèmes pour effectuer ce qu'on peut faire de l'apprentissage par problème. Alors je sais que c'est utilisé dans certains cours en médecine. Voilà. Et il y a un exemple que j'ai mis tout en bas là de web, où il a fait un petit cours français pour mettre en situation des médecins dans les services d'urgence, mettre des situations de services d'urgence pour voir comment ils réagiraient à certains trucs. Ça peut être utilisé pour générer des scénarios et générer des problèmes. Ça peut être aussi utilisé en tant qu'assistant administratif, donc pour rechercher des cours, pour rechercher des informations sur le net, pour planifier des cours, pour voir est-ce qu'il vaut mieux parler de ça avant, et des choses comme ça, donc pour vérifier si le cours est bien structuré. Voilà. Pour les étudiants, maintenant, on peut faire par exemple de la génération de fiches de résumé ou voire de cartes mémoire. Ce que j'appelle une carte mémoire, c'est d'un côté au recto, il y a une question qui porte sur le cours, et de l'autre côté, il y a la réponse, et comme ça, il peut se questionner lui-même. Donc l'idée, c'est que par exemple, l'étudiant peut donner le cours qu'il a eu aujourd'hui, et l'outil lui fournit les éléments clés à retenir, et des choses comme ça.
Ou enfin, et après on peut aller encore plus loin en faisant ce qu'on appelle des tuteurs virtuels, donc qui vont permettre d'avoir un apprentissage vraiment personnalisé à l'étudiant, planifier des cours, essayer de repérer sur quel point il a des lacunes pour faire plus d'exercices sur certains points, donc vraiment essayer de personnaliser au maximum l'apprentissage. Ça, c'est très bien, mais ça a quand même certaines limites et certains risques. Donc déjà, tout ce qui va être absence de fact-checking ou des réponses incorrectes, on n'est pas... Même en faisant attention, l'outil peut quand même générer des réponses illogiques, peut halluciner, peut orienter l'élève ou mal lui enseigner certains trucs. Aussi, il y a toujours des risques de sécurité. Si l'étudiant utilise un outil où il fournit des données personnelles, un tuteur en ligne, ou je sais pas quoi, où il fournit des données, ça peut avoir des répercussions sur sa vie privée. Et pareil, côté plus enseignant, là, si un élève a accès à ChatGPT en cours, il peut potentiellement tricher. Voilà. Et enfin, d'autres risques plus d'un point de vue social, le fait est que ça reste un outil informatique, ça reste du texte, il n'y a pas de relation humaine, on va dire, et ça peut impacter sur la psyché des étudiants. On sait qu'ils peuvent être assez isolés et parfois avoir des problèmes un peu psycho qui sont dommageables. Et aussi générer une dépendance à l'outil, donc être incapable de travailler sans ChatGPT, sans fact-checking, ce qui peut être aussi problématique après avoir fini l'éducation. Voilà. Donc pour conclure, les LLM pour l'enseignement, donc ça peut permettre un apprentissage plus ciblé, plus personnalisé. Ça peut potentiellement amoindrir la charge de travail pour les enseignants. Ça peut être intéressant dans tout ce qui est préparation de cours et choses comme ça, voir les corrections. Même si les QCM, ça permet aussi de gagner du temps sur les corrections. Il y a déjà pas mal d'outils généralistes qui existent. Donc, j'ai pas eu le temps de les tester, c'est possible qu'ils soient assez limités et souvent la plupart sont payants. Et aussi, un petit point que je voulais noter, ça peut théoriquement permettre d'éviter certains biais dans l'évaluation. Donc quand on évalue des étudiants, on a tendance à hiérarchiser les copies alors qu'on devrait les faire. On reconnaît tout ça, pas vous apprendre. Mais théoriquement, on pourrait éviter certains biais dans l'évaluation, mais on peut ne pas éviter d'autres biais. Donc ça, c'est encore ouvert à discussion. Et j'aimerais terminer cette présentation avec diverses questions qu'on a là-dessus. Donc, ça pose la question aussi du rôle de l'enseignant dans l'apprentissage. Pour moi, c'est un peu un faux problème vu qu'on n'a pas attendu les LLM pour questionner le rôle de l'enseignant dans l'apprentissage des élèves, mais là, c'est encore plus mis sur le devant de la scène. Une question qui me paraît plus essentielle, ça va surtout être qu'est-ce qu'on cherche à enseigner aux étudiants. Est-ce qu'on veut vraiment leur apprendre à ce qu'ils aient une connaissance académique de tous les sujets, sachant qu'ils ont à leur disposition des outils qui leur permettent de rechercher efficacement de l'information. Peut-être on peut essayer de leur enseigner tout ce qui va être travail en équipe, et choses comme ça, peut-être plus focus là-dessus, ou l'utilisation de ces outils-là. Et enfin, reste la question de quel impact sur les étudiants et les enseignants, particulièrement sur le point de vue psychologique ou de dépendance à ces outils-là. Donc c'est tout pour moi, je vous remercie, je vous laisse sur cette slide-là si vous avez des questions, et sinon on peut passer.